Merci à vous d'être venus. Bonjour aux intervenants. Bienvenue à cette première table ronde du Forum Horizon 2022. Je m'appelle Marianne, je suis en deuxième année à l'école centrale et je vais animer cette table ronde donc, sur la transition énergétique avec Thibaut, qui est en dernière année à l'ICAM. Donc, le Forum Horizon, c'est un forum qui souhaite rassembler les acteurs engagés pour la transition écologique et solitaire, donc des entreprises, des associations, des élèves ingénieurs. C'est vraiment une occasion de se rencontrer, d'échanger sur des thèmes qui nous rassemblent. Et maintenant, je vais laisser Thibaut vous présenter nos invités et les thèmes que l'on va aborder durant cette table ronde. Merci Marianne, merci, bonjour et merci à tous d'être là. Donc aujourd'hui, là pendant une heure, on va parler de transition énergétique avec nos trois intervenants, Tristan Riom, Greg de Temerman et Guillaume Macarion, que je vais laisser se présenter juste après. Le déroulé de la table ronde, donc on va toucher à plusieurs sujets de la transition énergétique, notamment la sobriété et l'efficacité énergétique, et puis on parlera aussi du futur énergétique en France, donc avec trois points de vue qui sont très différents, vous allez le voir. L'objectif, c'est de vous donner des clés de compréhension sur la transition énergétique, et puis c'est de vous montrer comment vous, en tant que futurs ingénieurs, vous allez pouvoir intervenir et puis intervenir dans la transition énergétique plus tard. Ici, vous allez voir que nos trois intervenants sont tous trois de formation ingénieur, mais ils ont tous trois suivi des parcours très différents. Et donc je vais vous laisser, messieurs, vous présenter votre parcours, votre formation, et à travers vos fonctions, comment est-ce que vous intervenez justement dans la transition énergétique et ses enjeux. Enfin, Tristan, si tu veux prendre la parole pour commencer. Ouais, ça marche, vous m'entendez bien? Bon, bonjour tout le monde, donc, je m'appelle Tristan Riom. Ma fonction, c'est que je suis élu à la métropole de Nantes et maire adjoint à la mairie de Nantes, donc je suis un responsable politique local. Et mes délégations, c'est dans le énergie, climat et bâtiment. J'ai aussi une fonction plus locale à la mairie de Nantes. Donc, en tant qu'élu local, je participe à la transition énergétique. Moi, en fait, j'oriente les politiques publiques qui touchent à ces trois sujets, climat, énergie, bâtiment. Et donc, je travaille avec des fonctionnaires qui ensuite doivent réaliser concrètement ces orientations qu'on définit ensemble. Ce qui me permet déjà de caler que, en tant qu'ingénieur, vous pouvez aussi travailler dans la fonction publique, parce que c'est pas un truc qu'on m'a beaucoup dit quand j'étais en école d'ingénieur à l'ECAM, mais il y a des très très beaux postes, hyper intéressants et plein de sens dans la fonction publique. Donc voilà, des gens avec qui je travaille et qui sont très compétents dans ce domaine. Peut-être rapidement, moi, au titre de ma délégation, je touche en fait plein de sujets différents, parce qu'une métropole, ça a des compétences dans ce qu'on appelle un peu l'animation de la transition, donc des défis énergie dans les classes pour expliquer comment réduire sa consommation d'énergie. Je m'occupe aussi de la gestion des fils électriques dans la ville, les politiques de rénovation de l'habitat, enfin ça touche à beaucoup de choses. Et les deux gros leviers que moi je vais avoir, ça va être tout ce qui est commande publique, c'est-à-dire vraiment l'argent que la ville et la métropole met pour acheter des choses. Il y a quand même beaucoup de choses dans le bâtiment, etc. Enfin, c'est un très gros levier. Et tout ce qui est organisation et stratégie, c'est-à-dire qu'on est un acteur important, une institution locale, on traite avec plein d'acteurs locaux, les entreprises, etc. Et donc nous, on a une vision un peu stratégique des questions de transition énergétique, et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais à ce titre, moi je travaille sur des documents avec des acronymes un peu barbares, comme PCAET ou SDE, mais qui en fait sont très importants au niveau local, parce que ça définit vraiment la trajectoire qu'on se donne, l'objectif qu'on se donne en termes énergie-climat. Et après, important de le dire, puisqu'en tant qu'élu, on est aussi militant, c'est un peu le principe, donc je suis aussi un militant politique, et je réfléchis beaucoup aux questions d'énergie en tant que militant pour produire des choses en tant que militant écologiste. Voilà. Merci à moi. Greg de Temerman, alors moi je suis ingénieur aussi de formation, même si ça date il y a un petit moment. Je ne suis pas ingénieur de Nantes, je suis de Lille, mais j'ai épousé une Nantaise, donc ça fonctionne peut-être quand même. Je suis ingénieur chimiste de base et j'ai fait une thèse en physique, parce qu'en fait je ne sais pas quoi choisir entre chimie et physique, donc j'ai fait les deux. J'ai travaillé pendant 17 ans dans la recherche académique, principalement dans le domaine de la fusion nucléaire. Donc moi, ma contribution à la transition énergétique, c'était recherche, essayer de développer de nouvelles technologies, donc fusion nucléaire, mais aussi synthèse de l'hydrogène par différents procédés, et remplacement des procédés de type Haber-Bosch, pour ceux qui connaissent, pour la génération d'engrais, donc
d'ammoniac. Et je fais aussi beaucoup de vulgarisation scientifique pour expliquer les enjeux énergétiques, expliquer comment les technologies peuvent fonctionner ou ne peuvent pas fonctionner, ou qu'est-ce qu'elles pourront faire pour nous. Et j'étais un peu frustré du niveau des débats au niveau énergétique et au niveau climat, et donc j'ai décidé de lâcher la recherche scientifique pour prendre la direction d'un think tank, donc d'un laboratoire d'idées il y a un peu plus d'1 an. Et notre but, c'est d'essayer de remettre un peu de pragmatisme et de méthode scientifique dans les discussions, et justement d'éclairer un peu les choix à prendre, que ce soit au niveau énergétique ou de transition énergétique. Donc ma contribution, c'est plus d'essayer de nourrir le débat maintenant, d'apporter de l'information de qualité, de la synthèse, et surtout d'être capable de dire ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ce qui est quelque chose qui est toujours difficile dans les débats publics. On est assez conscient on pense souvent savoir des choses, et les opinions sont souvent un peu noires et blanches. Je pense que ça se verra peut-être dans le débat, je ne sais pas. Alors qu'en fait, la vie est bien plus compliquée, et nous, on essaie justement de remettre cette complexité et de dire, bah voilà, si on prend des décisions, il faut être bien clair sur ce qu'on est capable de conclure, ce qu'on ne sait pas, quel niveau d'incertitude il y a, et comment on prend ces incertitudes en compte pour prendre des décisions. Voilà. Bonjour à tous, est-ce que ça fonctionne bien? Oui. Guillaume Acarion, moi j'ai 43 ans, je suis ingénieur aussi centralien, pas à Nantes, à Paris, hein, personne n'est parfait, mais je suis quand même revenu il y a 10 ans ici dans la région. Donc j'ai démarré, j'étais passionné de physique, je pense comme Greg, et puis le nucléaire c'était quand même quelque chose d'assez sympa en tant que physicien, comme objet à étudier, donc j'ai démarré chez Framatome à concevoir les systèmes de sécurité de réacteurs nucléaires. Et puis le projet sur lequel je travaillais, donc le réacteur finlandais, quand j'ai commencé ma carrière en 2003, il vient juste de démarrer, il y a quelques mois. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que pour un ingénieur, c'est pas très intéressant, en fait, des projets sur 20 ans, on a assez peu d'impact, comme disait Mathieu Orphelin. Donc en 2010, j'ai eu envie d'aller vers la transition énergétique. L'avenir, c'est plutôt la vision du consommateur d'énergie, comment l'aider à faire mieux consommer, moins consommer, plus renouvelable, et d'essayer d'apporter cette culture énergie aux consommateurs, qui en gros n'y connaissaient rien. Je pensais faire des choses très compliquées, et en fait on a fait des choses toutes simples pour commencer. Ça a été une grande surprise. Et message d'optimisme, en partant de ce grand groupe, on m'a dit mais t'es fou, ça va pas. Aujourd'hui, l'équipe dans laquelle je travaille n'existe plus. Par contre, ma boîte, elle existe toujours. D'autre part, dans l'énergie, on a eu un trou de génération, hein, quand le pétrole n'était pas cher. Bosser dans l'énergie, ça n'intéressait pas les ingénieurs. Par contre, avec la transition énergétique, là, ça intéresse beaucoup plus. Il y a des projets plus locaux, il y a des projets à taille humaine, il y a des projets dont on voit la fin au bout de 6 mois, ou on voit d'un an. Donc c'est, comme disait Mathieu Orphelin tout à l'heure, moi je le vois plutôt comme étant, en tant que métier, je le vois plus comme étant très positif, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus complet et vaste. On peut créer des startups, on peut faire plein de choses dans le monde de l'énergie, ce qui était complètement impossible il y a 20 ou 30 ans. Donc le terrain de jeu est beaucoup plus intéressant et plus vaste, je trouve. Et puis le monde d'avant, il n'était peut-être pas si génial. Donc pourquoi être inquiet du monde d'après? En fait, il ne peut que être mieux. Donc voilà, c'est un peu mon message d'optimisme. Donc du coup, aujourd'hui, l'entreprise que j'ai créée à Cajol, c'est 30 personnes. Donc il y a Samuel et Rémi qui sont là aujourd'hui et qui font partie de l'équipe. Donc notre métier, en fait, c'est d'être un peu les mains dans le cambouis, donc très opérationnel. Donc on conseille des clients qui consomment de l'énergie, des collectivités territoriales, comme Nantes par exemple, PCAET, SDE, ça c'est des mots qu'on connaît. Donc on les conseille et puis on construit. On accompagne la construction pour être sûr que ce qu'on a conseillé soit bien construit, et même ensuite on aide à exploiter pour être sûr que ce qu'on a conçu puis construit fonctionne correctement. Et c'est pas toujours évident, quand on parle de performance énergétique, il faut être présent depuis le très amont jusqu'au très aval. Un exemple, dans l'entreprise, là on accompagne des gros sites industriels, donc on les a aidés à créer une trajectoire environnementale à 2030, et la première chose qu'on a fait, c'est que le plus gros investissement industriel, c'était 50 millions d'euros du site dans l'aéronautique. Ils avaient prévu de consommer de l'énergie, mais elle n'était pas forcément décarbonable. Voilà, c'était du gaz. Donc on est arrivé, on leur dit est-ce que vous êtes sûr que vous voulez construire quelque chose qui n'est pas décarbonable aujourd'hui en 2022?
Et on les a aidés à monter un projet qui soit compatible avec de la biomasse ou de la géothermie, qui au final va coûter moins cher et va avoir plus d'avantages. Donc ça a été dur parce qu'il a fallu arrêter le projet industriel, tout refaire, etc. Donc il faut... Alors ça, c'était pas possible il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, c'est possible. Et c'est la direction environnement, en fait, en écoutant nos conseils, qui a gagné face à la direction industrielle. Et pour, au final, faire un projet plus écolo, moins cher, avec plus facile à maintenir, etc. Voilà. Ça, c'est un peu des choses de tous les jours que l'on peut réaliser. Juste, comme tout le monde a fait la pub pour son école, moi j'ai fait l'ICAM de Nantes, et je suis la promotion 117, et j'ai 27 ans. Voilà. Merci beaucoup pour vos explications. Alors juste avant de passer au premier thème du débat, une petite précision. On a aménagé un temps d'échange à la fin, donc notez bien toutes vos questions, vous pourrez les poser à ce moment-là. Alors notre premier thème va porter sur les enjeux de la transition énergétique. Est-ce que ce sont plutôt des enjeux technologiques ou des enjeux de société? Lors de la consultation sur la stratégie française sur l'énergie et le climat, 2/3 des personnes interrogées ont répondu qu'il fallait vraiment prioriser la sobriété sur l'efficacité énergétique. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense qu'il ne faut pas opposer les différents leviers en fait. C'est-à-dire que la transition énergétique vers un monde 100% énergie renouvelable, c'est un équilibre assez complexe à trouver. Donc on parlera après, je crois, des scénarios, mais en fait, dans les différents leviers qu'on a, il y a en effet la sobriété, réduire les usages finaux de l'énergie, l'efficacité, bien utiliser l'énergie, et puis changer la source de l'énergie pour pas que ce soit de l'énergie fossile. Et en fait, cet équilibre à trouver là, il est très complexe et il nécessite qu'on utilise tous les leviers. On ne peut pas juste passer à du renouvelable et se dire on s'en fiche comment on utilise l'énergie, parce que dans ce cas-là, on ne s'en sortira pas non plus. Donc en fait, c'est forcément tout à la fois qui doit être mobilisé, aussi bien des innovations technologiques que des changements d'usage. De la même manière, on ne peut pas continuer à tous utiliser l'avion au niveau où on l'utilise aujourd'hui en se disant on alimentera l'avion avec de l'hydrogène renouvelable. Enfin, en tout cas, ça ne marche pas comme ça, quoi. Donc nécessairement, c'est tous les leviers qu'on doit utiliser en même temps, et c'est en utilisant tous ces leviers-là, de changement de consommation, de changement de société, de mode de production, qu'in fine, on arrive à retrouver un équilibre avec le système Terre. Et encore là, on parle que de l'énergie, mais il y a tous les autres sujets, la acidification des océans, la biosphère, tous ces trucs. Enfin, je ne vais pas vous bourrer le mot avec tous les enjeux de la transition écologique en général, mais bref, la question de l'équilibre fait qu'on doit utiliser tous les leviers. Juste pour continuer, ce qui est peut-être déjà important de savoir, c'est d'où on part, parce que quand on parle de transition énergétique, il faut aussi savoir de quoi on parle, comment on la définit. On est en 2022, 80% de notre énergie primaire, c'est des énergies fossiles. À l'heure actuelle, on brûle 15 milliards de tonnes d'hydrocarbone par an, que ce soit du charbon, du gaz et du pétrole. On a 30 ans pour changer un système énergétique qu'on a construit sur 200 ans. C'est important de s'en rappeler. Depuis 1973, la part des énergies fossiles n'a pas baissé. Elle avait baissé un tout petit peu entre 1973 et 2000, elle a remonté après 2000. Je vous laisserai chercher pourquoi. Donc on est toujours sur un système majoritairement fossile. Donc la première question à se poser quand on parle de transition énergétique, l'objectif étant 2050 net zéro, au moins pour la France, pour d'autres pays c'est un peu plus loin, d'arriver à la fin du siècle à un endroit où on est net zéro, voire net négatif, si on veut maintenir le changement climatique sous 1,5 degré. À partir de là, le constat est assez simple, ça vient d'être dit, vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser à peu près tout ce que vous avez sous la main et de façon assez prononcée. Il n'y aura pas de petites mesures, c'est pas juste faire 3 minutes de douche en moins ou allumer 2 lumières en moins, ça va être des efforts qui vont être conséquents, que ce soit sur l'efficacité énergétique, il va falloir électrifier beaucoup les usages et augmenter l'efficacité, donc diminuer les pertes. Petite statistique, entre l'énergie primaire et l'énergie finale dans le monde, vous perdez à peu près 66% de l'énergie. Parce que c'est de la chaleur que vous générez quand vous avez une centrale à charbon, une grande partie de l'énergie que vous générez, c'est de la chaleur qui est perdue, et pas d'électricité. Donc il y a un gros gain d'efficacité à prendre. Il y a des technologies dont on aura besoin, c'est le deuxième aspect. On a besoin de développer des technologies et de les déployer, surtout c'est pas tant développer les technologies, c'est de les déployer à l'échelle, et c'est ça qui est extrêmement compliqué aussi. Et la troisième chose, c'est plus
la demande énergétique augmente, plus c'est difficile de transitionner, puisque vous courez après une courbe qui augmente, qui monte, elle a plutôt tendance à monter comme une exponentielle, en plus si on regarde la demande énergétique mondiale. Donc plus la base augmente, plus c'est compliqué de transitionner. Donc si on est capable de stabiliser cette courbe, voire de la faire diminuer, évidemment ça rend les choses un peu plus faciles. Après la question, c'est où on met les curseurs, c'est toujours un peu compliqué. Et je voudrais juste vous partager une petite réflexion quand on parle de sobriété. On a souvent tendance à penser ça comme quelque chose de négatif, des choses qu'on ne va plus faire. Il faudrait peut-être penser à la sobriété en termes d'efficacité. Je m'explique, si vous faites un humain moyen fait 62 kg, si vous prenez une voiture d'une tonne 5 pour vous déplacer, ce n'est pas extrêmement efficace d'un point de vue énergétique. D'un point de vue physique, d'un point de vue physicien, le moyen de transport le plus efficace, c'est quoi? C'est le vélo. D'accord? Donc oui, c'est de la sobriété parce que vous utilisez les choses différemment, vous utilisez moins d'énergie, mais vous êtes aussi beaucoup plus rationnel, vous êtes beaucoup plus malin à vous déplacer sur 5 km en vélo que sur une voiture. Et c'est peut-être une piste de réflexion auquel il faut penser aussi. Sobriété, parfois, ça fait un peu peur, on fera moins de choses, ben non, en fait, on fera les choses différemment, et peut-être qu'on fera les choses plus intelligemment, et c'est peut-être aussi une façon d'ouvrir le débat. Oui, alors bon, c'est à mon tour, et je pense que le challenge, de changer on va changer la plaque tectonique de l'économie qui a mis 200 ans à se créer en 30 ans. Donc c'est même, je pense qu'on ne se rend pas bien compte de l'impact que ça va avoir et que ça va générer. C'est absolument monstrueux. Et moi, l'impression que j'ai, c'est que le plus dur, ça va être que les gens acceptent de le faire. C'est plus ça. Et de l'arriver à le faire à un coût. Alors, il y a plusieurs choses. C'est déjà que la décision soit prise au niveau mondial de le faire. Bon, je crois que ça, c'est quand même relativement bien parti, à quelques exceptions près. Enfin, depuis l'accord de Paris, on est quand même sur la bonne pente. Ensuite, il va falloir avoir les technos pour le faire. Ça, c'est pas encore complètement gagné, mais on s'en rapproche. Ensuite, il va falloir qu'elles soient au bon coût et d'industrialiser suffisamment vite pour les déployer. Exemple, les voitures bas carbone, etc. etc. Et troisième chose, il va falloir que les gens acceptent. Ce qui n'est pas forcément évident hein, quand on voit les gilets jaunes, par exemple, parce que ça a des impacts sur le portefeuille. C'est peut-être moins cher en fonctionnement, mais c'est plus cher en investissement. Donc pour moi, le gros défi, ça va être que les gens acceptent ça et qu'ils y adhèrent. Toute la population, pas uniquement, entre guillemets, les décideurs, les cadres supérieurs, mais vraiment l'ensemble de la population. Et peut-être qu'il faut regarder la sobriété à cette échelle-là. Bon, la sobriété, je crois que ce que j'ai en tête, c'est 20% de l'enjeu est autour de la sobriété, 80% est autour de l'efficacité et des technos. Voilà. En gros, votre impact personnel en tant que consommateur, c'est 20%. Et votre impact en tant qu'ingénieur, c'est peut-être 80%. Voilà. Donc il faut avoir aussi ça en tête. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que si la sobriété, c'est un frein psychologique pour que les gens acceptent la transition, il faut se poser la question. On ne peut pas être contre la sobriété, je pense. C'est l'idéal, évidemment, mais avoir une réflexion un peu stratégique pour savoir comment on va faire en sorte que les gens acceptent ces changements et ces modes de vie. Voilà, je pose la question un peu dans ce sens-là. Et puis bon, moi je crois beaucoup en fait à la science et aux solutions que l'homme est capable de trouver. Hein. Exemple, les vaccins là, pour le virus, hein, c'est quand même un exploit de la science. Et je suis assez convaincu que l'humanité va réussir à développer des solutions, alors qu'elles soient technologiques ou qu'elles soient comportementales, qui vont permettre de réaliser ce défi. Voilà, j'espère que ça va aller assez vite. Mais entre la découverte scientifique du changement climatique, hein, qui est assez récente, finalement, à l'échelle des découvertes scientifiques, et le fait qu'au niveau mondial, la prise de conscience est généralisée, c'est jamais allé aussi vite dans l'histoire de l'humanité, et que ça devienne opérationnel. Alors, à notre échelle, c'est très lent, mais à l'échelle des civilisations, c'est extrêmement rapide. Est-ce que je ne suis pas d'accord avec le monsieur. Déjà, la sobriété, c'est pas juste l'individu, quoi. La sobriété, c'est pas prendre une douche plus courte, enfin, c'est pas que ça en tout cas. Et puis couper la lumière en sortant de chez soi. On prend genre la 5G par exemple.
l'idée du développement de la 5G, c'est qu'on va avoir de plus en plus d'objets connectés partout chez soi et que du coup, il faut augmenter la quantité d'informations qu'on peut faire passer par antenne parce que les objets connectés, c'est évidemment une grande réussite pour l'humanité. Bon, une démarche de sobriété, c'est dire non, en fait, les objets connectés, avoir un frigo connecté, des chaussures connectées et puis un bracelet connecté, ça ne sert pas à grand chose, surtout si on est dans un contexte où on est en limitation de ressources. Donc, démarche de sobriété, on arrête ça. Sauf que là, c'est pas l'individu qui peut gérer, c'est l'État qui a choisi de développer la 5G. Donc je pense qu'il ne faut pas confondre sobriété et impact personnel. Enfin, impact personnel au sens mon petit chez moi, faire du zéro déchet, etc. Pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Et on a aussi une démarche de sobriété qu'on doit mettre en place dans les institutions au niveau des décisions publiques, etc. Même si globalement la question de la sobriété n'est pas beaucoup étudiée aujourd'hui. Et sur la question de les gens l'acceptent, oui, mais qui ? Parce que si on prend genre la consommation énergétique, c'est pas du tout réparti de manière uniforme dans le monde. Il me semble que les 10% les plus pauvres au niveau mondial consomment à peu près 10 fois moins d'énergie que dans notre pays, et puis au sein de la France, c'est un rapport de 1 pour 3 entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. Donc en fait, la personne qui aujourd'hui gagne 700 balles par mois et qui ne peut pas se chauffer l'hiver parce qu'elle n'a pas l'argent, je me vois mal aller lui dire qu'elle serait priée de faire un peu de sobriété pour sauver la planète. Donc c'est clair qu'il y a aussi une question de qui consomme beaucoup d'énergie et du coup l'effort n'est pas uniforme parce que quand on parle de sobriété, souvent on renvoie un peu cette image, oui mais la personne qui a déjà beaucoup d'argent avec sa voiture, oui mais en vrai, il y a aussi une question de répartition de la consommation énergétique là-dedans, quoi. Et par contre j'aime bien l'idée que la sobriété, le low-tech, ça peut aussi être un truc un peu enthousiasmant où on met de l'énergie, du jus de cerveau, etc. Ça peut être aussi un truc chouette sur lequel on peut travailler. Si je peux rebondir, en fait, l'exemple de la 5G, c'est un bon exemple. On va en parler en termes de sobriété, mais surtout une question d'utilité, une question d'intérêt et d'impact des technologies. On a tendance, on s'est habitué en fait à améliorer les procédés. Et si vous êtes ingénieur, intéressez-vous à l'histoire du moteur à combustion interne, de la turbine à gaz, regardez à quel point on est capable de perfectionner des choses. Et la 5G, c'est un peu ça, on est capable de perfectionner des choses de mieux en mieux. La question, c'est quelle utilité sociale ça a. C'est plutôt ça, en fait, à mon sens, la question intéressante. Et c'est pour ça que je reviens au terme de rationalité que j'utilise souvent. C'est de dire est-ce qu'on en a besoin, qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce qu'on en perd. Après, le débat sur la 5G est compliqué, parce que ça dépend comment on compte l'impact énergétique, etc. Je ne rentrerai pas dans la technique. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce que ça apporte? De même qu'un objet qui va sortir tous les ans, un iPhone pour ne pas le citer, qui va sortir tous les ans, est-ce que le fait d'avoir une caméra qui a 2 millions de pixels en plus, ça vous apporte quelque chose? Donc je pense que c'est pas forcément tant une discussion sur la sobriété, c'est une question du rythme d'innovation et surtout qu'est-ce qu'on distingue comme une innovation et un progrès. L'innovation est intéressante quand elle vous fait progresser quelque part, si elle vous permet d'avoir vos mails en 10 secondes, un dixième de seconde plus vite que ce que vous aviez avant, on peut se poser la question de l'utilité, surtout au rapport des externes, de ce qu'on appelle les externalités. C'est quelque chose qu'on a oublié et que j'espère que vous apprenez en école d'ingénieur. C'est qu'à chaque fois que vous développez quelque chose, il y a des externalités. La question, c'est comment on développe éventuellement des choses en diminuant les externalités. Et là, on peut penser à ça en termes de sobriété, mais je pense encore une fois, c'est une terme en fonction de rationalité. Et ce qui vient d'être dit est une bonne chose, c'est qu'il y a plein de cerveaux disponibles. Il y a des chaînes spécialisées dans la libération de temps de cerveau. Mais surtout, en fait, c'est de mettre son énergie, son cerveau au bon endroit. Peut-être que communiquer plus vite, c'est intéressant pour certaines choses, mais peut-être pas sociétalement, c'est peut-être pas la grande urgence en ce moment. Et donc, c'est plutôt ça que je verrais comme un levier extrêmement important. Merci beaucoup pour vos réponses. Vous avez parlé d'innovation, vous avez parlé de nouveaux carburants pour les transports, l'hydrogène, etc. En complément de la sobriété qu'elle ne sera pas forcément acceptée et ne représente pas toute la part du problème. Et donc, est-ce que c'est pas un peu dangereux de, entre guillemets, parier sur des solutions technologiques qui n'existent pas encore et de les inclure dans nos scénarios comme on verra après? Je relance le bal. En fait, là, en fait, c'est compliqué parce qu'on parle à l'échelle 2050. Vous imaginez comment c'est compliqué de dire en 2050 on en sera là. Alors déjà, si on recule, on a tous moins de 30 ans, sauf quelques-uns d'intervenants. Mais ça veut dire que
c'était gratuit, pardon. Mais ça veut dire qu'on se projette, enfin c'est comme si dans les années 90, il fallait qu'on dise à quoi allait ressembler le monde aujourd'hui. On imagine bien que, je ne sais pas si le smartphone était autant prévu que ça à cette époque. Imaginez à quel point c'est compliqué de se projeter dans une durée longue. Pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire qu'on fait un ensemble d'hypothèses. On fait des hypothèses sur plein de trucs en disant on pense que telle techno, elle va émerger, elle va poser moins de problèmes que telle autre, du coup, on parie sur celle-là ou celle-là. Donc quand on fait de la prospective comme ça, l'innovation fait évidemment partie des sujets qu'on prend en compte. On ne peut pas imaginer qu'il n'y aura plus d'innovation. Évidemment qu'on va avoir besoin d'innovation. Par contre, en effet, il ne faut pas que ça repose entièrement là-dessus. Déjà parce qu'il n'y a pas de technologie qui soit totalement neutre d'un point de vue environnemental. Si vous prenez par exemple la pollution atmosphérique des voitures, il y a bien sûr les émissions des pots d'échappement, mais il y a aussi les pneus, il y a aussi toutes les technologies embarquées qui consomment des métaux, etc. Donc bref, tout pose problème et donc en fait il faut forcément intégrer ça. Mais c'est surtout que souvent quand on imagine l'innovation comme étant la solution ultime, enfin moi dans ce que je vois, souvent on oublie genre 99% de la planète qui est plus ou moins réduit en esclavage pour qu'il y en ait 1% qui s'en sortent bien, quoi. Enfin, je veux dire, l'innovation de la voiture connectée à la Tesla, c'est pas ça l'innovation du futur pour moi. C'est une voiture de luxe, très bien, mais c'est pas ça vraiment l'innovation du futur. Je pense qu'une innovation a une place. Il faut la prendre dans ce que c'est, des paris prospectifs pas évidents, et donc voilà, on mesure le risque qu'on prend sur chacun de ces paris. Et puis, évidemment, le changement de société qu'on doit opérer, c'est-à-dire moins consommer, changer de manière de production, moins gâcher, mieux répartir les richesses, ça, à la limite, il faut le faire, quels que soient les programmes d'innovation. Oui, sur les technologies, alors on verra ce qui est dit par la suite, mais moi je pense que l'essentiel existe aujourd'hui. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est en gros qu'est-ce qui va réussir à avoir des coûts les plus compétitifs possibles, à être acceptés, etc., entre les batteries, l'hydrogène, le biométhane. Quelles sont les technologies qui vont réussir à avoir les coûts les plus bas? Moi, depuis que je suis dans ce métier, je suis souvent assez surpris que ça va plus vite que ce qu'on pensait. On voit le photovoltaïque, la vitesse à laquelle les coûts descendent. Bon, ok, il est fabriqué en Chine. Ça reste un problème. Mais même il y a assez peu de temps, on n'imaginait pas faire des éoliennes aussi grosses qui pouvaient, avec des parcs de 500 1000 MW. Je me suis intéressé au scénario ADEME il y a quelques années, où on parlait de technologies de stockage, mais on ne disait pas lesquelles. Aujourd'hui, dans les scénarios qui existent, ça y est, les technologies, elles sont décrites, il y a des trajectoires de baisse des coûts. Tout est plus ou moins écrit. Enfin, il y a des vraies solutions qui existent. Il y a des endroits où on ne sait pas. Dans l'industrie, dans le ciment, voilà. Il y a des endroits où on ne sait pas aujourd'hui, on se pensait que ça coûtera toujours trop cher. Mais j'ai lu une étude de McKinsey récemment qui disait qu'à 100 € la tonne de carbone, 80% des technos étaient rentables. Alors, à 50 € la tonne de carbone, là aujourd'hui on est au-dessus, c'est 50% des technos qui sont rentables. Donc pour moi c'est maintenant presque plus un problème de financement et un problème d'acceptation de la population. C'est presque dur à dire que tout est trouvé les gars, les filles, maintenant il faut déployer. Alors, pour revenir là-dessus, l'Agence internationale de l'énergie a publié l'année dernière un scénario qui s'appelle Net Zero by 2050, qui est assez intéressant à lire parce que ça vous montre un peu l'étendue du problème et surtout ce que ça nécessite d'arriver à maintenir le réchauffement climatique sous les 1,5 degrés. C'était le mandat qui lui va se fixer. Ce qui montre, c'est que la grande majorité des technologies d'ici 2030 est déjà disponible, donc on peut déjà commencer à décarboner, et on devrait le faire et on ne le fait pas assez. La Oliva met en garde contre le fait qu'on n'investit pas suffisamment dans les technologies bas carbone. Par contre, leur rapport montre que 55% de la baisse des émissions en 2050 sera le fait de technologies qui sont encore en développement à l'heure actuelle. Donc on aura besoin de technologies. Et d'ailleurs, il y a un petit paradigme assez intéressant, c'est bien d'être mentionné par exemple sur les renouvelables. Il y a 15 ans, on n'imaginait pas qu'on puisse avoir un réseau électrique avec 30-40% de renouvelables. Maintenant, on le fait, certains pays le font, alors ça pose encore quelques problèmes, mais ça commence à se faire.
Et pour ceux qui veulent un mix 100% renouvelable, il y a besoin de beaucoup de technologies. Il y a la flexibilisation de la demande, comment on gère la flexibilité de la demande, comment on s'assure qu'à chaque instant le réseau électrique soit à l'équilibre, comment on stocke de l'énergie pour faire face à des périodes où il n'y aura pas suffisamment de soleil ou de vent. Tout ça, ça nécessite des technologies, de l'hydrogène, la génération d'hydrogène, du power to gas, du power. Tout ça, ce sont des choses qui doivent être développées. Et donc, ce n'est pas parce qu'on prend un choix 100% renouvelable ou 100% autre chose que ça simplifie les choses. Au contraire, on aura besoin quand même de beaucoup de choses qui ne sont pas mises à l'échelle. Alors, générer l'hydrogène, on sait faire, simplement pas à l'échelle. Et développer des choses à l'échelle, ça prend du temps, ça nécessite de les améliorer pour avoir des coûts qui sont plus intéressants. Et ensuite, il y a plein de process pour lesquels on n'a pas de solution. Faire voler un avion en émettant pas de carbone, on ne sait pas faire à l'heure actuelle. Produire de l'acier, un petit chiffre, l'acier c'est le métal de base dans notre civilisation, on en produit 1,9 milliard de tonnes par an, on émet 1,7 tonne de CO2 par tonne d'acier produit, c'est 7% des émissions mondiales, c'est rien, c'est l'acier. Décarboner la production d'acier, on ne sait pas faire de l'acier, ça nécessite du charbon. Alors on sait faire à petite échelle, on fait quelques millions de tonnes par an avec de l'hydrogène. Mais passer de quelques millions de tonnes à 1,5-1,6 milliard de tonnes, c'est pas la même chose. Et là, on aura besoin de technologies, comment on génère de l'hydrogène, comment on l'utilise, etc. Donc il y a plein d'endroits où on a quand même besoin de choses parce qu'on s'est habitué à des technologies qui existent, qui sont efficaces, qui sont devenues très peu chères. L'acier, ça ne vaut absolument rien. Même un acier inox de bonne qualité, ça ne vaut pas grand-chose. Et la question, c'est comment vous remplacer tout ça à l'échelle. Et on revient toujours au même problème de la transition énergétique, qui est un problème d'échelle. Tout est extrêmement gros. On produit des milliards de tonnes de ciment par an. Et ça, pour faire du ciment, vous avez besoin d'émettre du CO2 parce que vous prenez de la chaux. Tout ça, en fait, sont des choses dont on n'a pas forcément de solution et certainement pas de solution à l'échelle. Donc il y a des choix stratégiques qui vont devoir être faits assez rapidement dans les prochaines années qui vont être décisives. Et pour ça, donc, il y a plusieurs organismes qui ont imaginé des scénarios. Donc on va tout de suite parler de ces scénarios pour voir comment ils imaginent les différentes possibilités et les différentes évolutions qu'on va avoir. Ouais, tu peux mettre la slide ou pas, s'il te plaît? Donc en effet, nos intervenants ont déjà un petit peu parlé. Il y a des scénarios qui ont été écrits par plusieurs organismes pour se projeter à l'horizon 2050. On a parlé aussi de la stratégie nationale bas carbone, et puis l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc ça, c'est un objectif qui n'est pas gagné. Et donc, ces organismes nous aident à nous donner des clés pour nous dire un peu comment on pourrait faire. Je vais vous présenter les trois organismes qui sont au-dessus de moi. Je vais me lever parce que je ne les vois pas. Alors, le premier, du coup, c'est RTE. RTE, c'est une entreprise qui gère le réseau électrique en France. Il propose 6 scénarios avec plus ou moins de nucléaire. Et donc, à l'horizon 2050, eux, ils proposent des mix énergétiques électriques. Et j'insiste sur le électrique, puisque Greg de Temerman nous l'a dit tout à l'heure. L'électricité, c'est seulement 20% de notre énergie en France, et on oublie souvent qu'il y a aussi 80% qui dépend encore des énergies fossiles. L'association Négawatt, eux, prennent bien en compte toute l'énergie. Ils ont une vue qui dépend de nos actions sur la sobriété énergétique, sur l'efficacité énergétique. On l'a vu, ce sont deux vases communicants, on ne va pas pouvoir se passer de l'un ou l'autre. Et puis, ils misent aussi sur le développement des énergies renouvelables. Le dernier, c'est l'ADEME. Donc l'ADEME, Mathieu Orphelin nous en a parlé, c'est l'Agence de transition écologique en France. L'ADEME, eux, ils ont une vue plus sociétale sur leur scénario. Ils ont écrit 4 scénarios. Et donc ils nous donnent des actions à mener des actions à mener pour les Français et pour atteindre cette neutralité carbone en 2050. Question pour vous, pour vous trois, ces scénarios, pourquoi est-ce que ces organismes écrivent des scénarios et comment est-ce que vous les interprétez, vous, dans vos métiers pour prendre les bonnes décisions? Peut-être Tristan, je peux te donner la parole en premier puisque toi tu es directement en lien avec les décideurs et tu dois utiliser ces scénarios-là. Ouais. L'intérêt d'un scénario, c'est vraiment de nourrir le débat public d'abord, c'est-à-dire c'est une trajectoire possible qui sert à discuter après de ce qu'on veut.
et notamment sur l'ADEME qui parle beaucoup des modes de vie, c'est ça qu'ils ont cherché à faire. Ils disaient, ben voilà, si on est sur un mode de vie plus sobre, sur un mode de vie plus consumériste, plus capitaliste, ça n'a pas le même impact environnemental, donc c'est ça qu'ils ont cherché à faire. L'autre intérêt, et c'est pour ça aussi que nous, à Nantes Métropole, on a fait un scénario de transition énergétique, c'est d'avoir une base technique, scientifique qui sert la réflexion. Le travail de RTE, par exemple, c'est une démonstration qu'on peut, en France, arriver à un mix énergétique 100% décarboné, et il montre aussi que le 100% renouvelable, c'est-à-dire sans nucléaire, est possible. Enfin, pour moi, titre individuel, c'est important, mais en tout cas c'est ça qui montre. Et donc c'est ces travaux-là qui permettent d'affirmer ensuite qu'on peut se passer d'énergie fossile en France. Donc c'est très important. Au niveau local, on fait aussi des scénarios parce que ça nous permet de nous faire réfléchir sur quelles sont les actions qu'on doit mener. Par exemple, quelle est la quantité d'appartements qu'on doit rénover sur le territoire français et à quel rythme. Bon, bah ça, c'est un chiffre qui se trouve dans les scénarios et donc c'est pour ça que c'est un travail technique très important. Petit point propagandiste, le scénario négawatt. Alors pour moi, ça a été un élément central de ma réflexion. J'ai lu ça quand j'étais en école pour un exposé que je devais faire et ça a été le déclencheur de toute l'histoire. Le scénario négawatt sera présenté à Nantes le 3 février à 20h à la Manufacture. Donc si ça... Ah, je t'ai spoilé, je suis désolé. Mais en tout cas, ça peut être intéressant si vous voulez voir un travail technique voilà, de scénarisation, comment il est fait. Et en plus, c'est présenté avec pas mal d'assauts locales, dont Virage Énergie Climat, qui est une asso des Pays de la Loire, Virage Énergie Climat, qui a fait un scénario de transition énergétique au niveau des Pays de la Loire. Si je peux rebondir. Un scénario, c'est pas de la prospective, c'est essayer de regarder ce qui peut se passer dans le futur en se mettant certaines contraintes et en regardant un petit peu le sphère des possibles et la sphère des impossibles. Si vous prenez le scénario RTE qui traite que de l'électricité, qui traite donc que de la partie réseau électrique, il est intéressant au moins sur une chose, je reviendrai sur le point des ENR après parce qu'il y a une petite imprécision, mais il montre une chose, c'est que pour un pays comme la France qui est sur le podium mondial en termes d'intensité carbone de l'électricité, la France c'est un des 3 pays dans le monde qui émet le moins de CO2 pour son électricité, donc on pourrait dire tiens c'est bien, on en avance, c'est plutôt pas mal. En fait, ça montre que comme on n'a pas eu d'investissement sérieux dans l'énergie ou dans l'électricité depuis 20-25 ans, l'effort qu'il y a à faire dans les 30 prochaines années est gigantesque. Et au final, l'effort qu'il y a à faire en France pour moderniser notre système électrique, il n'est pas vraiment moins élevé que d'autres pays qui, eux, ont des mix plus carbonés, ce qui est quand même un petit peu contre-intuitif quand on y pense. On parle quand même d'efforts financiers au niveau français entre 70 et 90 milliards d'euros par an pendant 30 ans. On est quand même sur des choses qui sont gigantesques. Ce que montre aussi le scénario, c'est que comme les décisions n'ont pas été prises en temps et en heure, ça fait 15 ans qu'on les regote pour savoir ce qu'on va faire comme mix électrique, et c'est encore une fois c'est que l'électricité, et bien on est dans une situation où on est coincé sur pas mal de points, et tous les scénarios reposent sur des choix, et des risques technologiques. Notamment pour il y a un scénario qui est 50% nucléaire, 50% renouvelable, un scénario qui va être 100% renouvelable. Le scénario 50% nucléaire, il implique que vous êtes capable de construire 14 EPR dans les 30 prochaines années, et surtout que vous êtes capable de maintenir en état d'opération des centrales qui sont déjà construites au-delà de 60 ans, ce qui représente un gros pari, parce que personne ne sait si c'est vraiment possible ou pas, et vous êtes moins résilient sur le fait. Le scénario RTE ne montre pas qu'un 100% renouvelable est possible, je suis tout à fait désolé avec ça. Le scénario RTE montre au contraire que les paris technologiques qu'il faut faire pour un mix 100% renouvelable ne sont pas simples du tout. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, ça ne veut pas dire que c'est possible non plus, c'est-à-dire qu'il y a des gros paris technologiques à prendre derrière, et notamment en termes de stockage, flexibilisation de la demande, et d'être capable de compenser la variabilité, pour ne pas dire intermittence, de ces moyens. Ce que montre enfin, et c'est surtout je pense le point le plus important d'un scénario comme le RTE, c'est que en fait, la guerre nucléaire renouvelable est stérile, dans le sens où on n'a pas d'autre choix que de faire avec tout ce qu'on aura. Un réacteur nucléaire, à l'heure actuelle, si vous suivez un peu les infos, en France, c'est 15 ans de construction, donc même si on décidait aujourd'hui de construire 6 EPR, ils arriveraient sur la grille, sur le réseau en 2035-2037, donc naturellement, vous êtes obligé de faire des renouvelables. Encore, quoi qu'on fasse, on n'aura pas de nouveaux réacteurs nucléaires à part Flamanville sur le réseau dans les 15 prochaines années. Donc pour satisfaire la demande électrique est vouée à fortement augmenter en France, c'est vrai dans tous les scénarios, donc on aura besoin de plus d'électricité.
et là vous êtes obligé de faire du renouvelable. Et après, ce que montre le scénario RTE, c'est que c'est une question d'optimisation. Comment vous optimisez le mix électrique en fonction du coût, en fonction des performances. Et ce qui montre, avec les hypothèses qui sont prises, c'est que c'est plutôt intéressant d'avoir du nucléaire, parce que vous avez une base, ça diminue les coûts de flexibilisation, etc. Donc vous prenez ça comme des indications, mais regardez bien ces scénarios pour et regardez surtout les paris technologiques, le rapport est extrêmement bien fait là-dessus, et après chacun prendra sa décision. Oui, sur les scénarios, la première chose, c'est que finalement, je trouve qu'ils sont tous assez d'accord. Si on regarde d'assez loin, en gros, il va falloir de l'électricité et de la biomasse. Pour faire simple, là-dessus, ils sont assez d'accord. Mon négawatt parie un peu plus sur le biométhane que sur l'électricité, mais voilà, ça reste à la marge. Ensuite, les scénarios ADEME les moins consommateurs ressemblent au scénario négawatt et le scénario RTE, un scénario SOP. Donc au final, ils sont finalement assez proches, et ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et si on prend les choses du bon côté, on peut se dire, bon bah, les scénarios, enfin il existe une trajectoire pour atteindre la neutralité carbone en 2050, ça c'est la façon positive de voir les choses. La façon négative de voir les choses, c'est que, c'est vrai, effectivement, comme disait Lagouret, on a tellement tardé que du coup la pente maintenant elle est extrêmement ardue pour y arriver. Et que ma lecture du scénario RTE, c'est que le rythme de développement des énergies renouvelables que suppose un scénario 100% renouvelable correspond en fait à ce que les meilleurs pays, type Allemagne, à la grande époque de l'éolien ou du solaire, a fait le plus rapidement, pendant une période courte, il faudrait faire tous les ans et plus. Donc en fait, on est arrivé à un stade où finalement 100% de renouvelables en France, c'est quasiment plus possible. C'est pas parce que c'est pas bien qu'on veut pas, c'est juste parce que on n'arrivera pas à le faire. Parce que ça va pas assez vite. Dès qu'on fait un permis éolien, il est attaqué par plein d'opposants. Qu'il faut accepter d'avoir une énergie visible, alors qu'avant c'était un peu planté dans les centrales. Donc au final, tout le monde dit, en fait, tout le monde dit les énergies renouvelables, c'est ce qu'il y a de mieux. Par contre, on ne peut plus faire un scénario 100% renouvelable parce qu'on n'est pas allé assez vite. Et pourquoi pas un peu de nucléaire pour compenser, bon, sachant l'autorité de sûreté nucléaire aujourd'hui a dit alerte, RTE considère qu'on pourra aller jusqu'à 60 ans sur les réacteurs. Attention, c'est pas du tout sûr, déjà on va aller à 50 ans, on va bien voir. Donc même sur le nucléaire aussi, c'est pareil. Moi je suis bien placé, hein, j'ai fait partie de la génération 2003 qui a été embauchée dans le nouveau nucléaire, l'Auvergent et compagnie. Bah, on s'est planté, hein, complètement, puisqu'il vient à peine d'entrer en service. Donc les paris sur le nucléaire sont aussi extrêmement élevés. Donc au final, il faut vraiment appuyer sur le champignon de partout, tout de suite. Alors, la stratégie, ce serait où est-ce qu'on met nos œufs? Est-ce qu'on mise plutôt, parce qu'à l'échelle mondiale, est-ce qu'il faut qu'un EDF s'éparpille à la fois dans le renouvelable et dans le nucléaire? Est-ce qu'il faut qu'on utilise nos réseaux de gaz? C'est qu'avec nos moyens, alors c'est peut-être là où il faut réfléchir à l'échelle de l'Europe, avec nos moyens, est-ce qu'il faut qu'on investisse pour développer les technos? Est-ce qu'on peut se permettre de tout faire? Dans l'éolien offshore, on a misé à la fois sur Alstom et sur Areva. Résultat, les deux se sont fait racheter par deux étrangers. Et on a plus de. Alors on a des usines, on a un Saint-Nazaire, d'éoliennes offshore en France, mais on n'a plus d'acteurs français sur le. Voilà. Donc ça c'est un premier élément de scénario. Ensuite, à quoi il sert? Il sert à définir une trajectoire, ensuite pouvoir à l'échelle de 30 ans, parce que souvent quand on raisonne avec nos clients, surtout les entreprises, elles raisonnent à 5 ans, éventuellement à 10 ans pour celles qui ont des carnets de commandes bien remplis. Mais avoir ces prospectives à 30 ans va permettre de guider les investissements, de guider les lois, de guider tout un tas de choses en prenant vraiment beaucoup de recul. Et c'est vrai que ces scénarios montrent qu'en se projetant à 30 ans, c'est rentable. En se projetant à 5 ans, c'est pas rentable. Voilà. Donc peut-être la question, c'est d'arriver à intégrer cette constante de temps qui est beaucoup plus longue dans les décisions. Quelque chose qui est rentable sur 30 ans, si tous les 5 ans on dit « ah bah non, c'est pas rentable », on n'y arrivera jamais. Donc le challenge, c'est d'arriver à mettre en œuvre,
c'est un combat de tous les jours, puisque, voilà, effectivement, on veut fermer Port de Mai ici, ah mais les emplois, qu'est-ce qu'on va faire des gens? Ah bah oui, donc les collectivités locales disent, ah c'est pas si simple. Donc il y a cette transition, donc il faut gérer cette transition. Et moi j'ai tendance à dire, problème environnemental, si on ne le traite pas, c'est un problème économique, si on ne le traite pas, c'est un problème social. Voilà. Au fur et à mesure, ça dégringole dans l'échelle des problèmes, et on est de plus en plus dans l'immédiateté. Quand c'est social, il faut le traiter tout de suite. Voilà. Donc plus on tarde, et plus on aura le nez dans le guidon, et moins on pourra réagir. Je vais juste réagir pour signaler que je ne suis pas d'accord avec cette lecture du scénario RTE, mais on s'est mis d'accord pour ne pas se chamailler sur la question du nucléaire. Mais bon, je pense qu'en fait, comme j'ai dit, c'est une histoire de prospective, c'est compliqué, il y a plein d'hypothèses différentes, et donc estimer que, évidemment, RTE alerte sur attention, les hypothèses sur le scénario renouvelable, elles sont particulièrement ambitieuses et il faut y faire attention, je suis d'accord, mais de là à dire que c'est une manière pour eux de dire que le 100% renouvelable est irréalisable, je suis d'accord. Donc après, on peut au moins se mettre d'accord sur quelque chose, c'est que de toute façon, à moyen terme, le renouvelable, il faut pousser les curseurs à fond, donc ça au moins on est d'accord. Et peut-être un élément sur lequel on a besoin d'investir énormément en France, c'est la question du stockage de l'énergie. Parce qu'en fait, en effet, maintenant les scénarios sont de plus en plus précis sur c'est quoi les technos qui pourraient assurer des stockages. Alors le stockage de l'énergie, il y a plein de temporalités différentes, ça peut être stockage pour la journée, équilibrage à la microseconde, il y a plein de trucs différents là-dedans. Mais globalement, c'est une filière qui émerge, mais sur laquelle on n'investit pas assez en France aujourd'hui, alors qu'il y a même dans vos écoles respectives, vous avez des enseignants-chercheurs qui travaillent là-dessus, mais on n'a pas encore de filière industrielle très développée. Il faudrait absolument qu'on aille vers ça, parce que quel que soit le scénario qu'on retient, on va devoir trouver des systèmes de stockage de l'énergie de masse et trouver des installations qui fonctionnent d'un point de vue aussi. Un peu pour compléter là-dessus, la seule méthode de stockage d'électricité ou d'énergie qui existe à grande échelle, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, c'est les barrages hydroélectriques et les barrages réversibles, du pompage-turbinage. Vous avez une différence de hauteur, vous utilisez la gravité, vous pompez dans un sens avec une efficacité de 85% et vous faites descendre l'eau quand vous pouvez. La question, c'est qu'on a utilisé quasiment tout le potentiel en France. Il reste quelques gigawatts éventuellement à aller chercher à droite à gauche en pompage-turbinage, sauf à vouloir inonder une vallée. Je vous laisse choisir laquelle. La deuxième chose que je voulais dire, c'est ce qu'a mentionné Guillaume, c'est extrêmement important. Transition énergétique, ça veut dire fermer les choses. Et ça, on a tendance à l'oublier. Ça va vouloir dire fermer. Alors en France, on a déjà fermé pas mal de centrales à charbon et des choses comme ça, il n'en reste plus des masses. Mais ça veut dire changer les choses et fermer les choses. Ça veut dire arrêter de faire des voitures thermiques, faire des voitures électriques. On a vu que la France était un des pays qui traînait les pieds là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a parié pendant très très longtemps sur le diesel. Et maintenant, on a beaucoup parié sur l'hybride, qui est un choix technologique assez étrange. Mais je ne rentrerai pas dans le détail. Et ça nécessite en fait une transformation qui est compliquée, parce que vraiment il faut changer. Les emplois vont disparaître, d'autres emplois vont peut-être être créés, tant mieux. Mais c'est une gestion qui est loin d'être simple et qu'on devrait aborder un peu plus, puisqu'il va y avoir des pots cassés. La question, c'est comment on les minimise. En France, sur l'électricité, on aura moins de problèmes puisqu'on a un système qui est déjà décarboné, on pourra créer des emplois, mais il y a plein de choses comme l'automobile, ça risque d'être compliqué. Si on loupe le virage de la voiture électrique, comment on fait pour rattraper? C'est une question industrielle, on l'a vu pendant la crise du Covid, on a une industrie qui est assez peu résiliente, on dépend beaucoup de l'étranger. La question, c'est comment on réindustrialise, ou est-ce qu'on veut réindustrialiser aussi? C'est une question. Si on veut réindustrialiser, ça a de fortes conséquences sur la demande énergétique, parce que plus on remet des industries en France, c'est des choses qui sont énergivores, donc ça demande plus d'énergie, a priori plus d'électricité. Et ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte rapidement. Et donc, il y a plein d'aspects comme ça qui sont extrêmement importants à discuter. Quel futur on veut, quel type d'industrie? Est-ce qu'on veut acheter de l'acier qui vient d'Inde? Est-ce qu'on veut de l'acier qui est produit en France? Parce qu'on parlait beaucoup des masques pendant la crise, mais c'est une petite chose. La question, c'est vraiment l'industrie de base, la chimie, la métallurgie, etc. Et ça, c'est des industries qui auront besoin d'hydrogène. L'hydrogène, ça se produit en utilisant de l'électricité, sauf pour l'instant, 97% d'hydrogène, c'est produit par du gaz naturel, c'est quelque chose qu'il va falloir arrêter de faire. Donc tout ça, en fait, ce sont des choses qui vont bien au-delà de la question énergétique pure, c'est des choix d'industrialisation, de stratégie. Et tous ces choix-là, c'est des choix qui nous engagent pendant très longtemps, mais qui doivent être faits rapidement. Les choix énergétiques qu'on fait aujourd'hui nous engagent, quels que soient les choix, que ce soit renouvelable, nucléaire ou autre, ça nous engage pour au moins 30 ans, parce que c'est la durée de vie en moyenne d'une éolienne d'une trentaine d'années. Donc si vous investissez dans l'éolien, c'est pour une trentaine d'années que vous investissez.
Donc tous les choix que vous faites maintenant et que vous devez faire maintenant, que vous auriez dû faire il y a 10 ans, ils vous engagent sur des longues durées. Donc c'est important aussi de garder en tête les échelles de temps et d'avoir un débat des passionnés, de regarder quel est le plus efficace, le moins cher tant qu'à faire, puisque la transition énergétique va coûter très cher déjà. Donc si on peut économiser quelques milliards ici ou là, tant mieux. Et comment on s'assure d'arriver à l'objectif le jour J. La France est en retard sur tous ses objectifs climatiques, il ne faut pas l'oublier. Et pourquoi? Parce qu'on tergiverse sur plein de choses. Même installer un parc éolien en France, ça devient extrêmement compliqué, et ça, c'est des choses qu'il va falloir vraiment changer. C'est pas qu'un choix technologique, c'est aussi de s'assurer qu'on est capable de déployer les choses suffisamment vite. Bon, on va peut-être poser une petite dernière question, conclusion, avant de passer aux questions du public. Si vous aviez 1, 2, 3 priorités à donner à horizon 2030-2050, voilà, il y a notamment les présidentielles qui arrivent, donc on va tous voter, et voilà, on aimerait peut-être savoir quelles sont les priorités pour vous à mettre en place. En termes de vote? Non. En termes de quoi? En termes de choses à faire. Des choses à faire. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à mettre en place en Alors, priorité? moi je veux bien, mais comme on va peut-être avoir des priorités proches, je ne voudrais pas vous spoiler. Si je peux commencer, la première chose en France, c'est de ne pas parler d'électricité, c'est de continuer à construire des infrastructures électriques, et de s'intéresser à ce qui compte vraiment en France, les bâtiments et le chauffage principalement, et le transport. Le transport, c'est un des plus gros postes d'émissions en France. Donc s'il faut faire des choses, regardez quels sont les plans, les différents candidats dans les métropoles, pour les transports publics, pour ce qu'on appelle les mobilités douces. Intéressez-vous à savoir pourquoi on n'interdit pas les lignes intérieures d'avion quand il y a un train à moins de 3 heures. Toutes des choses comme ça, c'est en fait là aussi que la priorité devrait être en France. C'est malheureusement, on peut s'écharper pendant des heures sur le système électrique, et je suis sûr qu'on pourrait parler au watt près comment produire de l'électricité, sauf qu'en France, c'est pas la question pour l'instant, même s'il y a des très gros investissements à faire là-dedans, c'est vraiment la voiture individuelle, le camion et l'avion, ensuite le chauffage, tout le gaz qu'on utilise, les passoires thermiques, etc. Donc il faut aussi toujours se rappeler quelles sont en ordre de grandeur les choses qui sont importantes, sur lesquelles on doit agir le plus vite. Et en France, eh bien, il faut se dépêcher sérieusement de décarboner le transport et dans les 10 prochaines années au moins. Moi, sur mes 3 priorités, la question de la rénovation thermique, ça me paraît très important, parce que déjà ça crée des emplois locaux. Une métropole comme Nantes, on a une facture énergétique de 1,3 milliard d'euros par an. Ça veut dire qu'en fait, au niveau global, il y a 1,3 milliard d'euros par an qui quittent le territoire pour acheter de l'énergie. Donc déjà, moins on consomme d'énergie, moins on a cet argent qui part, et surtout si c'est avec des emplois locaux. Et par rapport à ce dont on a parlé, les équilibrages du réseau, etc., il faut savoir que la rénovation thermique, ça permet déjà d'être plus confortable l'été, donc c'est intéressant. Ça évite qu'on installe des climatiseurs, parce que du coup, si on commence à tous installer des climatiseurs, on ne va pas s'en sortir d'un point de vue énergétique. Mais aussi, ça permet de limiter ce qu'on appelle la thermosensibilité du réseau, qui est un mot compliqué pour dire qu'en fait, quand il y a un pic de froid, il y a un pic de consommation énergétique. Et donc, globalement, rénover nos logements, nos bureaux, ça permet de limiter ça, et les pics de consommation, c'est une tannée d'un point de vue énergétique, parce que le seul truc qu'on sait faire aujourd'hui, c'est allumer une centrale à gaz qui émet beaucoup de carbone. Donc rénover nos logements, c'est un truc hyper important. L'investissement massif sur le rail, je trouve que c'est quand même un scandale comment on fait on a un système ferroviaire en France qui va juste qui est de moins en moins développé, les petites lignes, etc. On voit quand même comment ça marche de moins en moins. Essayer d'aller à Rennes en train, vous comprendrez que c'est quand même incroyable, parce que c'est pas le bout du monde. Ou alors essayer de partir en vacances en train plutôt que de prendre l'avion, et vous le direz bien, en termes de temps et surtout en termes d'argent, c'est quand même pas possible. Donc ça paraît toujours un scandale. Et un autre truc, on a parlé de Cordemais, la réorientation de notre industrie, c'est un truc vraiment important. Cordemais, c'est dingue, parce que autant on peut se dire la voiture, c'est pas facile socialement, mais le charbon, on sait quand même que on va devoir l'arrêter au bout d'un moment. Et le plan de conversion de Cordemais, il est simple. Du côté de l'État, il n'y a rien. Il n'y a aucun plan. En fait, ils mettent la clé sous la porte et tout le monde est licencié. Du côté des syndicats, ils ont essayé de travailler quelque chose parce qu'ils ne voulaient pas tous faire leur boulot d'un coup. Donc ils ont essayé de travailler quelque chose, on n'est pas tout à fait d'accord sur les moyens de faire, etc. Mais il n'empêche, il faut se dire, aujourd'hui, l'État ne sait pas fermer une centrale à charbon et ne sait pas convertir un site industriel. Voilà. Et ça, c'est une catastrophe. Donc il faut vraiment qu'on apprenne à faire de la conversion industrielle et surtout convertir les sites existants de production de voitures ou de centrales à charbon vers des trucs d'avenir. Sur les priorités, moi j'en identifierais 2.
La première, c'est d'avoir de la bande passante au niveau de la prise de décision en prenant en compte les problématiques environnementales et long terme en premier. Donc de faire en sorte que ce soit un sujet au niveau des décideurs, qu'ils soient dans le monde de l'entreprise, dans le monde public, et que ce sujet et que les arbitrages soient gagnés. Voilà, pour moi, et du coup, il faut des compétences. Donc de ne pas hésiter à, comme disait Mathieu Orphelin, s'engager, se mouiller, et prendre des responsabilités, et puis faire en sorte que les arbitrages se gagnent au plus haut niveau possible. Faire avancer le public, on va dire la locomotive. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense que ce qui peut faire accélérer aussi les choses, c'est nous, en tant que consommateurs, et dans nos choix collectifs. Alors peut-être qu'on peut rejoindre un petit peu la sobriété sur ce sujet, mais lorsque l'on peut, de privilégier en tant que consommateur des choix vertueux, des choix économes pour que ce soit en tant que consommateur vis-à-vis des entreprises, puisque si elles voient que ça fonctionne, elles vont aller dedans naturellement. Le système marche comme ça. Et puis pareil au niveau politique, si les hommes politiques se rendent compte que la population est pour et vote dans ce sens-là, forcément ils vont y aller aussi. Voilà. Donc par le haut et puis par le bas. Merci beaucoup pour ces 3 réponses très différentes qui nous donnent justement pas mal de... ça nous permet d'avoir un point de vue global. Je vais faire voyager le micro un peu dans la salle pour ceux qui ont des questions. Je vous laisse peut-être lever la main. J'arrive. Merci pour cette intervention. Plus qu'une question, moi, ça va être plutôt une remise en question, enfin, un questionnement, une réponse à mon questionnement en fait, et éventuellement une remise en question. Ce que j'ai compris, moi, c'est que du rapport RTE, en fait, je dirais qu'on parle du mix énergétique électrique. Or, si on veut décarboner notre quotidien, en fait, il ne va pas falloir agir que sur ça. Je pense par exemple à la sidérurgie où on utilise du charbon, du gaz, du pétrole pour obtenir pour avoir de la haute chaleur. À ma connaissance, il y a l'hydrogène qui peut être une solution. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Sauf qu'aujourd'hui, l'hydrogène, des chiffres que j'ai, c'est 1% d'hydrogène propre. Vous avez dit, je crois, 97% de... Ouais, je crois que c'est 3%. Mais... D'accord, donc disons 3%. 3% d'hydrogène propre qui sont produits grâce à l'électricité par électrolyse. Si on veut que l'hydrogène qu'on utilise aujourd'hui, sans en utiliser plus, ça veut dire qu'il va falloir énormément d'électricité. Et cette électricité-là, pour moi, en fait, il va falloir agir sur toutes les solutions possibles en fait, pour produire de l'électricité. Et que ce soit notamment sur le renouvelable, il va falloir pousser à fond. Mais je pense qu'on a besoin aussi de toutes les solutions bas carbone, dont le nucléaire. Et selon moi, de mes recherches, en fait, si on voulait que tout l'hydrogène qu'on utilise aujourd'hui soit produit proprement par électrolyse, en termes d'électricité nécessaire, ça représente la production d'électricité de l'Union européenne. Donc c'est juste énorme. Et en fait, j'aimerais savoir aussi ce que vous pensez de ce raisonnement-là et est-ce que vous pouvez le remettre en question éventuellement et me dire ce que vous en pensez, en fait, vraiment plus qu'une question. Il faut se méfier dès qu'on parle d'hydrogène. Moi, je suis vieux et c'est pas la première fois qu'on parle d'hydrogène pour l'énergie, d'accord. Vous pouvez trouver des papiers de 1974 dans Nature, je peux vous l'envoyer, qui parlent de la révolution hydrogène. Donc c'est quelque chose c'est un serpent de mer, l'hydrogène dans le domaine de l'énergie, ça revient régulièrement. En ce moment, ça redevient très à la mode et on pense qu'on va l'utiliser pour à peu près tout. Alors souvenez-vous que c'est un vecteur énergétique, ça n'existe pas dans la nature. Enfin, il y a des débats sur savoir si on peut en récupérer, mais a priori c'est pas très pratique. Donc on doit le produire comme l'électricité. Ça demande de l'électricité, on va voir ce qu'on va le faire par électrolyse. Mais on a tendance à penser qu'on va pouvoir tout faire avec l'hydrogène, du transport
transport, de l'industrie, on va pouvoir faire un peu tout. Au final, quand on regarde un petit peu en détail, c'est pas si clair que ça. Nous, on est en train de terminer une étude où on montre que même pour le transport longue distance, par exemple, l'hydrogène a peut-être déjà perdu la course. Quand on parle de camions, l'électrification paraît bien plus intéressante au final, même d'un point de vue économique. Donc, au fur et à mesure, la bulle va se dégonfler. Donc, quand vous parlez des quantités d'hydrogène qu'il faudra, etc., gardez ça en tête. Souvent, les chiffres sont peut-être un petit peu gonflés. Ça nécessitera quand même beaucoup d'électricité, c'est clair. Si vous parlez de l'acier, bah ouais, il n'y a que deux façons de faire de l'acier. Vous le recyclez dans des fours électriques, donc là vous avez besoin de l'électrique, mais c'est du recyclage, ou vous prenez du minerai de fer. Le minerai de fer, c'est un oxyde de fer, il faut le réduire. Il y a 50 possibilités, il faut un réducteur. Un réducteur, c'est du carbone, donc du charbon, ça marche bien. Et en général, c'est pas du charbon, c'est du coke. C'est un charbon qu'on fait pyrolyser. Et ben sinon, il faut faire de l'hydrogène, parce que l'hydrogène, c'est un agent réducteur, et vous récupérez l'oxygène, vous générez de l'eau et vous avez du fer. Et ensuite, il vous faut aussi une source de carbone, il faudra de la biomasse pour faire de l'acier. Ça, on n'en parle pas souvent. Il va vous falloir du biogaz pour récupérer, parce qu'il faut absolument, dans l'acier, il y a du carbone. Donc si vous n'avez pas de source de carbone, vous n'avez pas d'acier. Donc comment on fait? C'est une bonne question. C'est un des gros défis qu'il y a à résoudre. C'est un des plus gros défis parce que décarboner la production d'acier, c'est compliqué. Et surtout, on dépend de l'acier. Tout ce qui est autour de vous a été fait avec des outils en acier ou contient de l'acier. Il faut s'en souvenir, c'est le métal qu'on utilise le plus, et de loin on utilise à peu près 100 fois plus d'acier que d'autres métaux. Deux points, je vais venir après, je vais laisser la parole, mais deux points, c'est quand on parle d'hydrogène, il faut toujours garder un tout petit peu en tête qu'il y a une sorte de hype en ce moment, et donc il faut prendre ça un peu, il faut regarder ça en détail. On a tendance à penser que c'est une solution magique, alors que juste pour ceux qui ont fait un petit peu d'ingénierie en matériaux, l'hydrogène c'est un atome qui est tout petit, ça diffuse dans les métaux, l'acier ça n'aime pas ça, donc quand vous commencez à entendre parler de gens dire qu'on va utiliser des grands gazoducs qui existent pour mettre de l'hydrogène, vous excitez pas trop, c'est pas gagné, vous avez fait des phénomènes de fragilisation des aciers par l'hydrogène. Je passais ma carrière à travailler là-dessus. Et l'autre chose, c'est oui, il faudra voir là où les usages sont vraiment pertinents, faire de l'acier, faire de l'ammoniac, des choses comme ça, et quels usages on va pouvoir faire autrement qu'avec de l'hydrogène, parce que l'électrolyse, ça a des grosses pertes aussi. L'efficacité n'est pas très bonne, alors il y a des procédés qui sont en train de se développer, mais ce qui implique à chaque fois des pertes de conversion. Sur l'hydrogène et puis plus largement, dans les différents scénarios, moi je trouve ce qui manque, c'est un peu la vision internationale et les stimulus internationaux qui pourront arriver. Exemple, au niveau de dans le scénario RTE, ils ont fait un choix sur le coût de la batterie, mais les batteries qui seront nécessaires pour stocker le photovoltaïque pour l'alternance jour-nuit, c'est minuscule par rapport aux besoins pour les véhicules électriques. Et j'ai pas l'impression qu'ils aient pris en compte que, en fait, on va pouvoir utiliser les batteries des véhicules électriques en partie recyclées pour des usages stationnaires. Et quel va être... souvent en France, on se trompe sur les vitesses d'industrialisation et les gains qu'on va pouvoir faire, et on fait des choix erronés. Donc si grâce à l'industrie automobile, la massification et toutes les gigafactories qui se construisent vont vraiment baisser les coûts des batteries, les batteries vont l'emporter. Pareil, si le coût de l'éolien offshore diminue énormément, et du solaire photovoltaïque, je pense que ce sera moins cher de le transformer en hydrogène et de le transporter par bateau que de tirer des grands câbles à travers les continents ou la mer. Et que du coup l'hydrogène sera plus diffusable. Voilà. Donc, en fait, il va y avoir des grands stimulus internationaux sur les vitesses de maturité des technos qui ne sont pas complètement, j'ai l'impression, évalués dans ces scénarios. Une remarque aussi des limites de ces scénarios, c'est que sur le nucléaire, par exemple, ils ont pris l'hypothèse que le coût du financement du nucléaire sera le même que les énergies renouvelables, ce qui est pas du tout gagné. D'ailleurs, la preuve, c'est que, à part l'État, personne quasiment ne pourrait investir dans le nucléaire. Et donc, dès qu'on modifie un petit peu le taux de financement de quelques pourcents près, ça remet les balances à zéro dans le cadre de leur scénario. Donc voilà, ce sont des hypothèses assez fortes, ça a l'air d'être du détail, mais ça a énormément d'importance en fait sur les trajectoires au final. Non mais cet argument il est vachement bien parce que si je peux reformuler, en fait c'est que une des hypothèses les plus fortes sur le coût d'une infrastructure de production d'énergie, c'est à combien vous rémunérez les capitalistes. En tout cas, dans les scénarios, RTE c'était un élément important, et ils ont dit nous on est œcuménique, on rémunère tout le monde pareil, sauf qu'en fait, il y a plus de risques sur une centrale nucléaire. Je ne parle pas des déchets radioactifs, je parle de risques industriels, etc., de projets de foire, ou de monte. Ce qui
fait qu'il faut rémunérer plus les gens qui investissent dans le nucléaire, et donc en effet c'était quelque chose qui était critiqué. Je voulais réagir sur deux éléments. D'abord, super exposé sur l'hydrogène, je peux juste rajouter le fait qu'il ne faut pas oublier que l'hydrogène aujourd'hui, on l'utilise avant tout pour des usages qui sont non énergétiques. Et donc on n'arrête pas de dire l'hydrogène c'est produit de manière renouvelable pour des questions énergétiques. Aujourd'hui c'est produit de manière non renouvelable pour des usages non énergétiques. Et il y a un décalage énorme entre le discours qu'on a autour de l'hydrogène et la réalité. Et je peux aussi en témoigner pour être dans un nombre incalculable de réunions et de comités de pilotage sur ces questions énergétiques. Il y a beaucoup de gens qui nous présentent l'hydrogène du futur et qui ne sont même pas conscients qu'aujourd'hui on produit déjà énormément d'hydrogène pour des usages qui sont non énergétiques et c'est le vecteur le plus carboné aujourd'hui. Donc bref, gros décalage, et donc je pense qu'il y a en effet un ajustement à faire. Sur la question du nucléaire, moi je suis tout à fait pour avoir un débat en France en fait sur cette question nucléaire. Moi je souhaite qu'on travaille sur un avenir énergétique sans nucléaire. Je considère que j'ai les éléments pour dire que c'est possible, et j'ai des arguments qui sont très politiques, je ne vais pas vous faire l'exposer ici, mais qui sous-tendent ça. Mais je pense que je serais plutôt pour qu'il y ait en France des pro-nucléaires sérieux, en fait, parce que je trouve que... non, mais je parlais au niveau politique. Quand j'écoute les discours politiques, je vois pas vraiment de pro-nucléaire sérieux, c'est-à-dire des gens qui vraiment prennent en compte l'impact sur l'environnement. Souvent, on utilise le nucléaire comme une échappée. On dit, en fait, on résout la question énergétique avec le nucléaire, et du coup, on n'a plus besoin de changer de mode de vie. En tout cas, c'est souvent, j'ai l'impression, le discours, alors que je pense qu'on a le droit d'être pour le nucléaire, c'est pas mon cas, mais on peut. Par contre, ça n'empêche pas d'être sérieux sur le reste, ce qui est le cas en l'occurrence de Greg Zimmermann, c'est très bien, sur les questions de pression sur l'environnement qui sont autres, les questions de mutation de l'économie en dehors de ces questions pures du nucléaire, etc. Voilà. Merci. D'autres questions? Oui, j'arrive. Alors, ce serait plus une question, on va dire, sur la manière de vivre, on va dire, et la manière, par rapport aux transformations à mener, plus en tant qu'individu. Est-ce qu'une situation où les gens tendraient vers une autonomie énergétique, est-ce que ça serait une situation possible, c'est-à-dire au maximum, grâce à, depuis chez eux, produire leur propre source d'énergie, à côté, disons, de grandes installations électriques, mais est-ce qu'une situation d'autonomie énergétique individuelle, c'est quelque chose qu'on peut concevoir ou pas? Je pense qu'il faut faire attention avec ce discours parce que souvent l'autonomie, on l'associe à des petites installations, des petites éoliennes, des choses comme ça, qui en fait sont relativement marginales en termes de production. C'est pas forcément très efficace non plus d'un point de vue global. Alors, je dis ça, et en même temps, ceux qui souvent plaident pour l'autonomie sont dans un mode de vie très peu consumériste. Donc au final, il faut peut-être y arriver quand même. Mais l'enjeu énergétique qu'on a devant nous, c'est pas les copains qui sont à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et qui vivent en autonomie, c'est la transition énergétique des 7 milliards d'êtres humains et tout le modèle industriel derrière. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a parlé d'acier, on a parlé de plein de trucs, et au final, on peut peut-être arriver à une autonomie énergétique avec quelques panneaux solaires sur une ferme bien isolée, etc. Mais la question globale de l'énergie, elle est quand même plus large que ça. Et du coup, il faut faire carrément attention parce que moi, j'ai vu des discours disant, dans des petites communes qui ont 2-3 éoliennes et qui ne sont pas beaucoup, on leur dit, bon, vous êtes en excédent énergétique, parce qu'avec 3 éoliennes, vous avez déjà couvert vos besoins énergétiques, donc on vous installe une borne à hydrogène pour recharger les véhicules, et puis comme ça, voilà, vous êtes en autonomie énergétique. Ah oui, mais bon, s'ils font ça, nous, une métropole comme Nantes, on s'en sort pas du tout, parce qu'on ne pourra jamais installer assez d'éoliennes, donc il y a des questions d'équité territoriale, mais il n'empêche que ce discours-là, il ne doit pas servir à un repli sur soi, et à le fait de dire, bon, je suis autonome, et les autres se débrouillent, quoi. Et juste pour aller dans cette direction-là, c'est un très bon point. On n'a pas fait un réseau électrique centralisé juste pour faire un réseau centralisé. Enfin, comme ça, c'est pas juste parce qu'on est tiré des grands câbles à haute tension, hein, c'est parce que c'était efficace.
c'est parce que ça permettait d'avoir une solidarité énergétique. On parle quand vous avez un électron qui arrive ici, qui peut venir de très loin, vous avez besoin d'équilibrer en fréquence le réseau à différents endroits, et le mieux, ce qui était le plus pratique de le faire, c'était avec un réseau, et on partage en fait la production et la consommation. Donc quand on parle d'autonomie, le problème c'est qu'on perd ça. La question c'est comment vous assurer que, même si à côté de chez vous il n'y a pas de soleil, et ça arrive des fois à Nantes, comment vous avez quand même de l'électricité, elle doit venir ailleurs, d'accord? Et donc c'est aussi à ça que sert le réseau, c'est un moyen de solidarité. On peut discuter et débattre à vitam aeternam de savoir ce qu'on met en production sur le réseau, mais le transport et la mutualisation est importante aussi parce que ça vous permet de diminuer la quantité de matière que vous avez besoin. Si tout le monde doit s'assurer d'avoir suffisamment d'énergie chez soi, de produire suffisamment d'énergie, ça veut dire que tout le monde doit en produire plus pour avoir un surplus. Et donc personne ne bénéficie surplus à part vous, et donc vous utilisez en fait plus de ressources mécaniquement. Pour revenir à votre question plus généralement sur le rôle de l'individu, est-ce que vous savez quel est le plus gros poste de consommation énergétique pour un individu? Je dirais le chauffage. Non, en fait, 75% de ce qu'on appelle votre empreinte énergétique, c'est les objets que vous achetez. D'accord? Donc quand on parle de consommation énergétique au niveau d'un foyer, on a toujours tendance à penser à ces factures. En fait, au niveau d'un foyer, 75% de l'énergie, c'est les objets que vous achetez et qui sont fabriqués. Ce qu'on appelle de l'énergie grise, c'est-à-dire tout l'ensemble de l'énergie qu'on a besoin pour récupérer les matériaux, les transformer, produire des objets, etc. Donc, toujours garder ça en tête, parce qu'en ordre de grandeur, il vaut mieux diminuer la quantité de biens que vous achetez ou augmenter leur durée de vie. Ce qui est un vrai moyen, si on parle de sobriété, quelque chose qui est assez facile à faire, entre guillemets, c'est de garder ces objets plus longtemps, puisque vous diminuez la part de l'énergie grise dans l'énergie totale que vous utilisez. Donc toujours garder un petit peu les ordres de grandeur en tête de ce côté-là. On va prendre une dernière question, s'il y en a une. Non? Ouais. Ce sera la dernière. Merci pour votre intervention. Je veux juste revenir à ce qui a été dit tout à l'heure. Vous avez parlé de solutions telles que les batteries issues du monde automobile, etc., qui peuvent permettre de décarboner l'économie de manière assez globale de par leur faible coût, parce que c'est intéressant économiquement et que c'est possible économiquement. On ne parle pas assez, à mon sens, de l'impact que ces technologies-là peuvent avoir au niveau de l'impact carbone. Est-ce que c'est vraiment faisable de mettre des dizaines, centaines, millions de tonnes, je ne sais pas, de stacks de batteries pour stocker de l'énergie? Alors, économiquement peut-être, si c'est du recyclage, est-ce que, niveau carbone, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je ne sais pas si c'est très clair. Je crois que non seulement c'est intéressant, mais je crois qu'on n'a pas le choix en fait. C'est que si on veut... Par rapport à d'autres solutions qui peuvent être finalement peut-être moins carbonées, c'est vrai que là on parle de batteries qui sont très émettrices d'émissions de CO2, etc., voire de pollution. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions qui peuvent permettre? Rouler en vélo. Peut-être un peu plus cher, peut-être, mais peut-être plus intéressant au niveau carbone. Est-ce qu'on ne se pose pas finalement la mauvaise question en voulant chercher l'économique plutôt que... Alors, en plus, il n'y a pas que la question du carbone, en fait, parce qu'il y a la question des consommations des ressources en général. Si on prend la question des ressources en lithium, par exemple, le scénario Negawatt a beaucoup travaillé sur cette question des ressources en lithium, avec un système, alors pour tous les ressources un peu critiques comme ça, on peut imaginer qu'on essaie de répartir à quantité équivalente en termes de population. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une réserve mondiale, nous on va avoir 1% de cette réserve mondiale. Et bon, dans le scénario Negawatt, par exemple, il disait bien que c'est une vraie question, cette disponibilité de lithium, si on veut passer autant de voitures qu'on a aujourd'hui en voitures électriques. Donc du coup c'est assez, c'est central dans le sujet, la question des ressources, et du coup, c'est là qu'on peut peut-être parler des questions de low-tech, c'est-à-dire finalement chercher des technologies qui sont peut-être moins efficaces d'un point de vue rendement, mais qui utilisent moins de ressources ou qui ont un plus faible impact carbone. Par exemple, sur la question du stockage de l'énergie, vous pourrez sûrement en dire plus que moi, mais je sais que quand on veut stocker de la chaleur, il y a des matériaux qui sont très efficaces pour stocker de la chaleur. On est de l'acier,
c'est très bien, on peut envoyer beaucoup de chaleur là-dedans, puis si on isole bien, ça marche très bien. Mais on pourrait se dire qu'on utilise plutôt des matériaux qui sont disponibles et qui stockent moins bien au mètre cube, mais qui du coup sont des rebuts de d'autres industries, genre une espèce de sable broyé de restes de bâtiments. Bon, et bah du coup, on voit là qu'on peut peut-être baisser l'efficacité de certaines technologies, mais parce qu'elles utilisent des ressources moins critiques et que du coup, elles émettent moins de carbone. C'est pareil sur, alors j'ai jamais vu développer, mais ça fait des années qu'on en parle aussi, des roues d'inertie pour stocker de l'énergie. Bon, bah ça, du coup, c'est une roue en béton qu'on fait tourner et qui permet de stocker sur une durée assez courte, hein, mais de toute façon, l'équilibrage du réseau, il se fait sur plein de données différentes. Bon, bah pareil, pas super efficace, par contre, c'est des matériaux qu'on a très disponibles. Donc, du coup, c'est intéressant d'élargir la question. Et après, sur la question de l'impact carbone pur, moi, je ne saurais pas vous répondre sur l'impact carbone des batteries en tant que telles, sur l'éolien, sur le solaire, ça a déjà été fait pas mal de fois. Mais le problème de cette question, c'est que souvent, il faut se poser la question du remboursement carbone. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un impact carbone d'un objet, et pour se dire est-ce que c'est rentable d'un point de vue carbone, il faut se dire combien de carbone il rembourse par année de fonctionnement. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, genre, une éolienne, elle tourne. Si on dit, on compare l'impact carbone de l'éolienne par rapport à du gaz qu'on crame, et du coup, on dit, du coup, elle rembourse tant de carbone par rapport à du gaz. Donc, on peut comparer comme ça. Mais en vrai, ces trucs, c'est toujours un peu bancal, c'est toujours un peu des calculs de comptable. Donc c'est vrai que sur la question des batteries, je ne sais même pas avec quoi on pourrait comparer pour estimer la rentabilité carbone. Je me permets. Quand on dit ces calculs de comptable, ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, c'est quand même un domaine scientifique assez développé, donc il y a quand même des choses qui sont faites, il y a des hypothèses assez fortes. Pour revenir à votre question et la détourner un peu, c'est quelque chose qu'on entend souvent sur l'impact carbone. On oublie une chose fondamentale quand on parle d'énergie et d'impact carbone, c'est qu'il est normal à l'heure actuelle qu'on émette du carbone pour faire des choses, puisque notre système énergétique dépend de fossiles. D'accord ? C'est un peu le faux procès qu'on fait souvent aux éoliennes, aux panneaux solaires, en disant « Ah oui, pour faire une éolienne ou un panneau solaire, il faut du charbon, il faut du pétrole, etc. » Oui, évidemment, tant que 80% de votre énergie vient de là, il n'y a pas trop d'autres solutions, d'accord ? Avec le temps, ça va s'améliorer. C'était la discussion qu'il y a eu pendant des années sur les voitures électriques. Est-ce qu'une voiture électrique, ça vaut le coup ou pas ? Et vous aviez des chiffres qui tournaient, il fallait faire la moitié 500 000 km pour rembourser une voiture électrique. En fait, on s'aperçoit que ça a beaucoup progressé. Même en Chine, une voiture électrique est intéressante, même avec de l'électricité produite par du charbon. Et après, évidemment, plus votre mix est décarboné, plus c'est intéressant, plus vous gagnez rapidement. Donc il faut toujours regarder ça en tête aussi, de ne pas penser qu'en fonction du mix à l'heure actuelle, qui est extrêmement carboné, mais aussi comment il va évoluer. Donc il y a la partie, qu'est-ce que vous allez économiser comme émission au fur et à mesure de la durée de vie. Donc ça, c'est tout le domaine des analyses de cycle de vie. Mais aussi de vous dire qu'au fur et à mesure, si enfin on se décide à décarboner nos sociétés, on émettra de moins en moins de CO2 pour faire quelque chose. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est toujours un petit peu difficile de raisonner en termes statiques, parce qu'en fait les choses sont vouées à changer. Et pour qu'elles changent, vous allez bien être obligé d'investir du carbone maintenant pour en économiser plus tard. Tout comme la transition énergétique se fera malheureusement avec du charbon. Parce que 40% de l'électricité dans le monde est produite à base de charbon, et que une grande partie des infrastructures qu'on va avoir besoin utiliseront cette électricité. Donc la transition énergétique, elle sera forcément alimentée par ce qu'on a à l'heure actuelle, qui est du charbon, du pétrole et du gaz. Et l'idée, c'est que ça s'améliore au fur et à mesure. Et justement, dans le cadre de cette transition énergétique, est-ce qu'on ne peut pas... Alors je suis d'accord avec vous sur le fait qu'une fois qu'on aura tout décarboné, il n'y aura plus d'émissions pour n'importe quelle fabrication, ou en tout cas beaucoup moins. Est-ce qu'on n'a pas des leviers qui pourraient être plus intéressants que juste d'utiliser des technologies qui aujourd'hui, avec le mix énergétique actuel, sont très émettrices. Pour prendre un exemple assez tranchant, est-ce que c'est pas plus intéressant aujourd'hui de décarboner au plus vite l'économie en utilisant du nucléaire à fond, plutôt que de mettre des batteries qui, pour l'instant, en termes de production, sont émettrices de carbone? Alors, même si vous faites du nucléaire à fond, vous aurez besoin de batteries. Pour différents types d'usages. Le nucléaire, c'est très bien pour plein de choses. Oui, je parle de stockage. Oui, mais le nucléaire, on peut faire du suivi de charge, on peut varier la production, etc. Par contre, si c'est des pics rapides, une batterie sera vachement plus simple à alimenter. Donc, c'est
C'est pas parce qu'on va faire du nucléaire qu'on va forcément ne plus avoir besoin de batterie sur la grille. D'une, la grille sera jamais 100%, le réseau ne sera jamais 100% nucléaire. Il y aura forcément des moments où vous avez besoin de stocker de l'électricité, parce que l'électricité, c'est pas évident à stocker. Donc, après, c'est des choix qu'on fait, mais il ne faut pas penser que parce qu'on fait plus d'une chose, on supprime forcément le reste, et les batteries, on en aurait besoin dans des voitures électriques de toute façon, on en aurait besoin plein, et la demande, je crois que tu l'as dit, ne pas oublier que la demande de batterie, c'est les voitures, c'est les véhicules électriques, c'est pas vraiment le réseau électrique, même si on décarbone, etc., parce que une batterie, ça permet de stocker de l'énergie sur quelques heures, une journée, quelques jours, enfin ça permet de le stocker pendant longtemps, mais on le déstocke assez vite. Et le gros de la demande en batterie, c'est pas là. Donc, c'est pas vraiment le point de la discussion, puisqu'il va falloir électrifier le transport, et on n'a pas le choix de le faire avec des véhicules à batterie, et c'est ça qui va vraiment driver la demande. Et ça, que vous ayez du nucléaire ou pas, vous avez besoin d'une batterie dans votre véhicule, parce qu'on va a priori pas vraiment mettre un petit réacteur dans votre voiture. Sinon, télétravail. Oui, ça marche très bien. Ça marche très bien. Oui. Merci. Technologie de rupture. Bien, je pense qu'on va conclure là-dessus. Ça a été intéressant. Merci beaucoup d'avoir participé à l'échange. Merci aux intervenants de s'être rendus disponibles. Pour conclure, je vais rappeler déjà une chose, c'est Tristan en a parlé, mais il y a Yves Marignac qui fait partie de Négawatt et qui vient présenter le scénario Négawatt à Nantes. Donc si vous êtes disponible le 3 février à 20h, n'hésitez pas à y aller en complément de cette table ronde, ça vous donnera plein d'autres informations sur ce que Négawatt fait. N'hésitez pas à vous renseigner même plus largement. Là, je pense qu'on a balayé les sujets assez globalement, mais la transition énergétique, c'est plein de choses, et c'est plein d'enjeux super importants qui nous attendent. Marianne, tu es d'accord? Oui. On peut parler aussi de Greg Timmerman. Vous avez écrit un livre sur Chronique qui s'appelle Chronique énergétique. Est-ce que vous voulez en dire deux mots? Je peux me faire ma pub, mais oui, en fait, vous avez vu que je cite pas mal de chiffres, c'est un peu ma marque de fabrique. On m'a demandé il y a un an de faire un livre court qui expliquait tout sur l'énergie. Donc on m'a donné 60-70 pages, on m'a dit expliquer l'énergie de la transition énergétique. Et donc j'ai écrit sous forme de petites chroniques qui sont indépendantes, qui sont faciles à lire. Et le but surtout, où j'insiste, parce que je pense que c'est toujours là qui c'est important, c'est les chiffres. Parler de choses de façon qualitative, ça vous amènera absolument nulle part. Vous êtes ingénieur, vous avez l'habitude, et même en ordre de grandeur, c'est sympa de connaître les ordres de grandeur, mais on a besoin d'aller plus loin, on a besoin de chiffres. Et donc savoir si le charbon c'est 40 ou 80% de l'électricité mondiale, c'est pas pareil en fait. Donc voilà, donc c'est un livre que j'écris, je serais ravi d'en parler avec ceux qui veulent après. Je ne vais pas faire plus de pub que ça, mais merci en tout cas pour le projecteur. Pas de souci. Et du coup, je pense qu'ils resteront quelques minutes ou quelques heures pour parler avec vous. Guillaume sera en tout cas à son stand à Cajoul avec les autres, donc n'hésitez pas à faire un tour dans les salles qui sont plus au fond. Il y a plein d'entreprises super sympas, d'associations super sympas qui ont des stages, des alternances à vous proposer. J'espère que vous allez apprécier ce forum, que vous allez passer une bonne après-midi, et puis à bientôt. Au revoir.